De retour sur le plateau de la télé d'ici, votre rendez-vous quotidien tous les jours du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Le rendez-vous pour télé-vivre ou télé-vivre, on va finalement s'y habituer. La Côte d'Ivoire dans toute sa diversité, une chaîne moderne destinée aux Ivoiriens mais ouverte également sur le monde, comme en témoignent d'ailleurs les programmes de la nouvelle chaîne ivoirienne que vous avez donc l'occasion de découvrir depuis le 12 décembre dernier. L'actualité ici, c'est évidemment l'inauguration de l'échangeur dans les environs donc de Solibra. C'était hier, qu'on défaut d'ailleurs en images. Je précise d'ailleurs les spécificités de cet échangeur qui comprend un pont de dalles en béton P contraint qui est composé de deux plateformes dénivelées, l'une dans le sens Trècheville-Aéroport et l'autre dans le sens de Gaulle-Aéroport, avec des longueurs respectives de 312 et 210,6 mètres et de contre-allées de 30,340 mètres carrés. Le coût global de l'ouvrage est de 28 milliards de francs CFA, dont 25,2 milliards pris en charge par le Japon. Et cela, évidemment, comprend aussi, il faut le préciser, donc l'aménagement de trottoirs, des travaux de drainage, ainsi qu'un ensemble de travaux. L'inauguration s'est faite hier par le président de la République, Alassane Ouattara. On a été rejoint entre-temps par Rachel Gogoa. Elle est experte en genre et en développement. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. À vos côtés, Ibrahima Traoré, qui est le père du petit Bouba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, avec vous, on va justement parler de la protection de l'enfance, notamment des questions de viol, de meurtre, d'enlèvement, qui malheureusement constituent, hélas, depuis quelques années, l'actualité en Côte d'Ivoire. C'est vrai que le point culminant a été évidemment ce sacrifice, enfin, ces disparitions tragiques du petit Bouba. Mais bien avant cela, il y avait aussi d'autres situations. Et après cela, il y a aussi d'autres situations. Rachel Gogoa, vous êtes au fait justement de cette situation. Vous les vivez quasiment au quotidien. Quel est l'état des lieux? Merci. Merci. Merci de m'avoir invité à cette émission. J'ai été surprise qu'une telle chaîne, je savais qu'il allait avoir de nouvelles chaînes de télévision, mais je ne savais pas qu'effectivement, les chaînes existent et qu'elles avaient commencé à travailler. Avant toute chose, moi, je voudrais demander à l'auditoire de se lever. Nous allons observer une minute de silence pour ces enfants qui, dans la fleur de l'âge, ont été arrachés atrocement. D'accord. Très bien. Merci. Vous étiez tout à l'heure en train de me dire l'état des lieux. Disons que notre pays est comme tous les autres pays, mais le problème que nous avons, qui est un problème qui est crucial, qui est important, c'est la question de la disponibilité des données statistiques. C'est-à-dire que les faits dont nous avons connaissance sont la face visible de l'iceberg. C'est-à-dire les situations sont dramatiques, sont vraiment importantes, mais nous n'avons pas les données statistiques. Cependant, on peut dire que la situation est quand même très grave dans la mesure où il ne se passe pas de jour sans qu'il y ait un enlèvement d'enfants, sans qu'il y ait sacrifice d'enfants, sans qu'il y ait viol, sans qu'il y ait violence sexuelle. Et ça, c'est dans notre pays. Vous avez suivi les actualités ces derniers temps, ces derniers mois, où nous avons rappelé la situation lorsque l'ONUCI était là. C'était plus de 1300 et quelques cas. Et il y avait près de la moitié des cas qui concernaient des enfants de 0 à 4 ans. Ensuite, il y a eu les données de l'année 2018 qui font 700 et autres cas. Encore, près de la moitié sont des enfants de 0 à 4 ans. Ça veut dire qu'il y a quand même des chiffres, il y a les données statistiques. Oui, mais ce n'est pas suffisant. C'est la face visible de l'iceberg. Parce que tout n'est pas déclaré du fait que les dispositions pour la protection des témoins et des victimes
ne sont pas suffisantes au point que les gens ont peur de dénoncer les cas. Pierre? Monsieur Ibrahima Traoré, vous avez été au cœur de cette triste actualité. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on se reconstruit après un tel drame? J'imagine que c'est difficile. C'est difficile de se reconstruire, comme vous l'avez dit, hein, c'est assez difficile. Moi, personnellement, je suis croyant, voilà, et voilà, ma foi m'a aidé, voilà, et moi et ma famille à remonter cette situation. Voilà, et peinement, mais bon, doucement, on arrive à surmonter, quoi. Alors, on parlait de ces chiffres, Madame Gogua. Moi, j'en ai quelques-uns ici qui ont été réalisés par cette ONG. Donc, de janvier 2019 à juillet 2019, pour 7 localités, Grand Bassam, Bondoukou, Danané, Abidjan, 5 localités, pardon. Ils nous donnent des chiffres sur les violences qui sont faites aux enfants, donc économiques. Ça peut être du travail dangereux, des viols ou des coups et blessures qui sont faites sur ces enfants. Alors, on a 365 cas. Et on dénombre 345 sur des filles et 18 sur des garçons. Quelle lecture il faut avoir de ces chiffres aujourd'hui? Est-ce que cette violence infantile, elle est genrée? Mais disons que, vous voyez, nous sommes dans une société patriarcale. Une société qui est dominée par les hommes. Et si nous voyons nos traditions, vous-même vous notez que on dit, il y a des femmes qu'on renvoie parce qu'elles ne font que des filles. Dans notre société, il y a des femmes qui sont renvoyées parce qu'elles ne font que des filles. Elles ne font pas de garçons pour perpétuer la lignée. Il y a des filles qui, aujourd'hui, bon, des filles vont à l'école, mais la situation encore continue dans d'autres régions où on ne met qu'uniquement les garçons à l'école et non des filles. Et que les filles, elles sont faites, elles sont bien pour être mariées. Donc, et on les considère comme un groupe faible. Ben, justement, si dans une société d'abord, elle est foulée aux pieds, on ne la valorise pas, ben c'est la personne sur qui on fait le plus de violence. C'est dramatique. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour changer cette donnée? Bon, je voudrais vous dire une chose. Hier, nous avons invité le garde de Sceaux, ministre de la Justice, qui a légiféré en 2018 et en 2019, pour qu'il vienne nous parler des différentes lois qui ont été votées et qui concernent toute la société ivoirienne, en particulier le code pénal. Disons que le code pénal qui a été voté en 2019 est différent de celui de l'ancien code pénal. En mieux ou en moins? En mieux. D'accord. Et ça, on ne le sait pas. On n'est pas informé sur le... Mais justement, c'est ce pourquoi nous avons invité le ministre pour informer, pour en parler, pour que tout le monde ait connaissance. Parce qu'au moment où nous avions eu le cas de la petite fille qui a été violée à Democro, qui est décédée, on disait qu'il n'y a pas de dispositions légales. Est-ce que vous avez le sentiment, comme beaucoup de personnes, finalement, que beaucoup de ce genre de situations sont étouffées au sein des familles parce que ces faits sont commis par des membres de la famille ou des proches? Oui. Oui, oui. En tout cas, chez l'Africain, ça fait partie de nos traditions. Quand il y a un crime, quand il y a une faute, on demande pardon. Donc, les gens préfèrent faire des arrangements à l'amiable. Nous avons connu dans notre organisation plusieurs cas où des filles, nous avons eu à réparer des filles et ces filles-là ne connaîtront jamais, je dis jamais... les joies de l'enfantement. Non, oui, les joies de l'enfantement. D'abord, elle ne sera plus femme, puisqu'on lui a tout enlevé. Elle ne fera plus de règles, elle ne connaîtra pas tout simplement des gens. Elle aura des seins, on dira que c'est une fille, mais en fait, elle n'est personne. C'est une mort vivante. Des femmes mutilées. Alors, justement, on en parle de ces familles. Aujourd'hui, nos sociétés reposent sur un pacte social, sur la confiance. Quand on remarque que ces personnes sont des gens de l'entourage, est-ce qu'on se dirige vers une espèce de psychose, de rupture de ce pacte social? Est-ce qu'on arrive encore à faire confiance aujourd'hui à ceux qui sont autour de nous, Monsieur Traoré? Bon, c'est assez difficile. Voilà, la confiance, c'est trop dit. On ne peut pas avoir confiance en tant que tel. Parce que avoir confiance jusqu'à oublier l'enfant, c'est quand même grand. Moi, ça a été mon cas.
celui qui a commis le crime habitait juste à côté. Et il n'habitait pas, mais il avait un atelier juste à côté de chez moi. Et il remarquait mes faits et gestes. Bon, pour moi, c'est un petit du quartier. Quand j'arrive, ah, vieux père, bonne arrivée, vieux père, voilà. Il y a cette Donc, c'était nos liens. Et il avait l'habitude d'aller prendre de l'eau chez moi pour boire. Chaque fois qu'il consomme un repas, c'est chez moi qu'il partait prendre de l'eau. Parce que j'ai surpris plusieurs fois des gens, j'ai demandé, mais tu fais quoi dans le frigo? Que non, c'est pas puisqu'il m'envoyait pour venir chercher de l'eau. Voilà, donc il était presque un habitué de la maison. Pratiquement un membre de la famille. Voilà. Et donc, moi, je sortais le plus souvent les week-ends parce que je sortais au moins 2 fois pour aller à ma ferme. Voilà. Et, les mercredis et samedis, et il a remarqué mes sorties. Et le samedi, lorsque je suis allé à la ferme, voilà, bon, ma femme, elle est nourrice, elle était nourrice, si tu veux, voilà. Elle était nourrice, elle avait, ma dernière de cas, elle vient d'avoir 2 ans, pardon. Bon, elle avait 40 jours à l'époque, voilà. Et donc, lorsqu'elle s'est levée, elle a donné à manger aux enfants. Elle est retournée se reposer. Voilà, et l'autre, il a profité de l'occasion, voilà, pour prendre l'enfant. Mais qu'est-ce que vous faites justement pour sensibiliser les jeunes? On se doute bien que de 0 à 4 ans, ils ne peuvent pas parler. Et on se doute bien qu'il faut sensibiliser les adultes. Mais ces jeunes qui sont autour et qui témoignent justement, est-ce qu'il y a une mise en place? Est-ce qu'on va dans les écoles? Qu'est-ce qui est mis? Vous savez, nous sommes dans un problème, une problématique très complexe. Et cette problématique, la situation que nous vivons, est imputable à toutes les composantes de la société. Vous savez, avant, je dis bien avant, un enfant, lui, il a fait son enfant avec son épouse, mais ce n'est pas son enfant, c'est l'enfant de la communauté. Et les membres de la communauté sont responsables de l'éducation et de la protection de cet enfant. Est-ce qu'on perd nos valeurs aujourd'hui? Oui. Oui. Aujourd'hui, oui. Parce que s'ils n'étaient pas là, les autres surveillent les faits et gestes des gens qui font les allers-retours. Et quand ils voient que le type est parti avec l'enfant, ils disent non, non, tu vas où avec cet enfant? Aujourd'hui, ce n'est plus ça. La preuve, avant, moi, je pouvais être corrigé par un oncle ou machin. Quand il va faire, on dit non, il a frappé l'enfant. La loi dit qu'on ne doit pas frapper un enfant. Donc chacun pour soi, Dieu pour tous. Dans chacun pour soi, Dieu pour tous, c'est là que nous nous retrouvons. Mais il faut aussi dire que nous, parents, nous avons une part de responsabilité. L'autre jour, moi j'avais une rencontre. Je suis sorti à 6h30. J'ai vu une petite fille de 2 ans toute seule dans la rue. Il n'y avait personne autour. Je vous assure, si j'avais des bonbons, je lui donnais les bonbons et je la récupérais dans ma voiture et je partais avec elle. C'est après que les parents allaient se rendre compte que leur fille est perdue. Mais elle est perdue comment? C'est pour ça, moi je dis, faire un enfant aujourd'hui n'est plus seulement une fonction biologique. C'est devenu un métier, c'est devenu une profession pour laquelle il faut être formé. Moi je dis, je n'ai pas confiance en moi, je n'ai confiance en personne. Chez moi, tu ne rentres pas là-bas. Si tu es venu demander de l'eau, tu es dehors, tu ne rentres pas. Avec le risque aussi de société finalement individuelle. Non, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Ouais. On n'y peut vraiment rien. Les pères même couchent avec leurs filles. Aujourd'hui, nous avons des cas où des papas ont effleuré leur fille de 4 ans. Vous avez vu cet individu sinistre de Bonoumé? 28 octobre sur une fille de 4 ans. Sa propre fille. Pas l'enfant de sa propre fille. C'est triste. Mais moi, je dis, il y a un facteur, c'est le facteur impunité. C'est-à-dire les gens ne sont pas suffisamment punis. C'est vrai que le code pénal, le nouveau code pénal le prévoit. S'il y a mort, c'est prison à vie. Moi, je dis non. Oui, il ne peut pas violer nos enfants et on va prendre nos impôts pour aller les nourrir à vie. C'est-à-dire qu'ils ne payent rien, ils ne payent pas maison, ils ne payent pas électricité. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire rapidement? Mais écoutez, il faut les mettre dans une prison, dans la forêt, où ils vont produire leur propre nourriture pour manger. D'accord. Rachel Gogua. Alors,
Pascal Gaugois, c'est un sujet hautement sérieux, évidemment, qui, on l'imagine, donc, capte l'attention de toute l'audience, de tous les téléspectateurs. 2 heures ne suffiraient même pas, d'ailleurs, à égrener toutes ces questions. En tout cas, on vous remercie d'être passé par la télé d'ici pour ces éclairages. Merci également à Ibrahim Traoré et beaucoup de courage, en tout cas pour la suite. On imagine que ce n'est pas évident. On va refermer ce tableau assez sombre et juste préciser justement que la psychose est un peu en train de gagner tous les ménages. Je vous fais d'ailleurs la lecture de ce communiqué du Conseil de la Direction générale de la police nationale, juste quelques traits. Face au phénomène récurrent d'enlèvement d'enfants par les employés de maison, la police invite les parents et les structures de placement de personnel de maison à prendre des précautions, notamment exiger avant l'embauche la photocopie de la carte nationale ou tout autre document pouvant attester de l'identité de l'employé, établir également un contact téléphonique ou physique obligatoire entre l'employeur et le parent ou le tuteur légal de la personne à employer, disposer nécessairement d'informations sur le village d'origine ou au mieux la famille donc de la personne employée. Voici donc quelques consignes donc de sécurité, de prévention que propose donc la police. Alors, entre-temps, Pierre nous a posé des pierres sur ce plateau sans qu'on en sache vraiment ce que c'est. Je sais juste que c'est la méthode Fukuoka. Donc, Fukuoka. méthode Alors. Fukuoka. Tu fais quoi? Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on appelle des seed balls. Des seed balls, c'est une technique ancestrale qui existait déjà en Égypte antique, dont on a retrouvé des traces au Moyen-Orient et également en Afrique du Nord. Alors, cette technique, elle va finir par disparaître, elle va être redécouverte pendant la Seconde Guerre mondiale par un Japonais du nom de Masanobu Fukuoka, et qui va la découvrir en faisant des recherches donc, en botanique. Donc l'idée, c'est de créer une coque protectrice autour d'une graine qui contient des nutriments et d'attendre qu'elle germe au contact de l'eau. Donc c'est un procédé grâce auquel la graine sera protégée des animaux qui mangent des graines, du vent, des incendies. Et donc cette technique-là, en Afrique, elle va être améliorée par les Kenyans, qui sont les leaders du seed balling sur le continent. Et nous, en Côte d'Ivoire, on est le 4e pays à l'expérimenter et le premier en Afrique de l'Ouest. Donc, pour expliquer les choses simplement, dès que vous avez ces graines, il suffit juste de les jeter, de les poser et d'attendre qu'elles germent. C'est une technique de reforestation qui peut être utilisée à grande échelle par des jets en hélicoptère ou en drone. Et c'est vraiment un procédé très intéressant. Donc, ce qu'il va juste falloir faire, c'est de ne pas les enterrer et on les dépose juste dans des endroits où la pluie peut venir tomber dessus et voilà, faire pousser cette plante. Donc c'est développé ici en Côte d'Ivoire par Seed Balls Côte d'Ivoire qui du coup va proposer des espèces locales comme du teck, de l'acacia, du facré, framiré, iroko, baobab. Et à ce jour en Côte d'Ivoire, on est à 625 000 Seed Balls, donc de potentiels arbres qui sont dispersés dans les forêts classées de notre pays. Alors juste une question, c'est valable aussi pour les zones désertiques ou pas? Là où il pleut. Là où il pleut. Oui. D'accord. Donc dans les déserts créés par l'homme où on avait... Voilà, c'est ça. Sans transition, les confidences des chefs d'État de l'Afterwork ce soir, c'est Alasco Bill qui s'entretient avec Gomsi Cool. On découvre ensemble et on revient juste derrière. Alors Amadou, oui, c'est l'excellence. Ça va? Ça va très bien. Alors pourquoi les gens s'en prennent à toi? Il paraîtrait que tu n'as pas dédommagé nos frères de Boribana. Pourquoi? Mais les frères de Boribana sont de mauvaise foi. J'ai dédommagé tout le monde. Au nom du chef de l'État, j'ai dédommagé presque même les insectes ont reçu leur argent. Faites-moi confiance. Les insectes ont reçu leur argent? Effectivement. Mais Amadou, quand même, tu ne vas pas prendre les gens pour des salauds? Mais son excellence, je suis parti. J'ai non seulement visité les WC des Boribana, tous ceux qui habitaient aux alentours des WC. J'ai donné presque 1 milliard de francs CFA à tout un chacun. Et le budget de l'État se porte très bien. Alors moi, je ne voulais plus entendre de rumeurs. Tu sais, je te fais entièrement confiance. Ok, son excellence. Tu as le budget, oui. Tu as le portefeuille de l'État. Oui. Sois-en sûr, oui. Dans les mois à venir, tu auras le bédou. Ok. Je peux compter sur toi? Non, vraiment, son excellence, je serai très ravi. Mais dans les jours à venir, Boribana sera plus Boribana, mais ça sera quartier de l'émergence. Et faites-moi confiance. Mais merci Amadou, merci. C'est ce que je veux pour toi. Merci Amadou.
C'était les confidences des chefs d'État de l'Afterwork à l'instant avec Alas Kobil et Gomsi Cool. Merci à Rachel Gogoua, merci à Ibrahim Traoré d'être passé par la télé d'ici. On va marquer une pause, il y a la pub. On revient juste derrière pour parler bien-être avec nos gourous du bien-être.